donc le thématique de ces regards croisés, donc avec 3 invités qui sont la puissance de l'engagement, le commitment, en fait, qu'on retrouve dans les sociétés américaines très souvent. Et donc on va voir, c'est un sujet qui est assez passionnant quand vous le regardez, parce qu'effectivement, il y a des impacts psychologiques qui sont loin d'être neutres et une réaction des individus qui est extrêmement importante. Donc nous allons avoir 3 intervenants. Très rapidement, ça va se dérouler de la façon suivante. Ne pas oublier, à 18h30, il y a l'AG de la DFCG qui est ici. Donc si vous pouvez être disponible, si vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus et même votre présence est souhaitée. Donc on va avoir une demi-heure avec 3 intervenants, 10 minutes chacun. Et puis on aura un quart d'heure de questions-réponses, 10 minutes à peu près. Donc à 18h20, 25, ce sera terminé. 18h30, donc Assemblée Générale de la DFCG. Donc je suis très heureux d'avoir nos 3 intervenants. Alors, on va commencer par Don Pascal André Dumont. Je crois que c'est lui. Voilà. À gauche, vous l'avez à ma gauche et à ma droite, donc à l'écran. Donc, le CV est impressionnant et j'avoue que quand j'en ai pris connaissance, alors né en 1967 à Fribourg en Suisse, master en droit civil et une licence en droit canonique. Ordonné prêtre en 1997 au sein de la communauté Saint-Martin. Bon, c'est tout proche. Il réside à la maison mère, à la maison de formation de la dite communauté, à l'abbaye d'Évron en Mayenne. J'espère que vous voyez tous où est la Mayenne. C'est un charmant paysage. Je ne sais pas exactement où est Évron par rapport à Laval, mais ça ne va pas être loin. 30 km. Donc actuellement, il assume les missions de membre de l'équipe des prêtres formateurs à la maison de la formation de la communauté Saint-Martin. Il est à ce titre directeur spirituel et professeur de droit canonique. Économe général de la communauté Saint-Martin, il préside le comité de pilotage du fonds Procléro, qu'il a initié et qui a été créé en 2012 par la communauté Saint-Martin. Il préside aussi le comité Pro Persona. Il intervient régulièrement dans le monde économique et financier pour traiter des questions éthiques. Et il promeut la doctrine sociale de l'Église catholique. Il est membre des entrepreneurs dirigeants chrétiens depuis 2015 et il est conseiller spirituel de la commission éthique et finances. Donc voilà, donc ça, je suis très content de vous accueillir. C'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous et on va vous laisser donc une dizaine de minutes pour vous expliquer, pour parler de la performance. Si vous voulez être debout, vous pouvez l'être là, vous pouvez ce que vous voulez. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, merci de cette invitation. Je suis ravi de donner la parole à un curé. En 10 minutes, c'est pas gagné, hein, donc il va falloir que vous m'arrêtiez au bon moment. Hein. Alors, de fait, moi, je suis plutôt présent pour donner un petit témoignage personnel. Modestement, j'ai l'occasion de faire l'expérience de la puissance de l'engagement, puisque c'est le thème de ces regards croisés. J'utiliserai même un autre terme qui peut-être est plus actuel, en tout cas dans le monde de la finance et de l'économie. Je dirais, je fais l'expérience de l'impact de l'engagement. Et si je prends un terme, vous me le permettrez parce que je suis prêtre, un terme plus évangélique, je parlerai que j'ai fait l'expérience de la fécondité de l'engagement. Et cette expérience, elle est assez simple. J'appartiens à une petite communauté qui a été fondée il y a une quarantaine d'années, donc toute jeune dans l'Église catholique, mais qui est en très forte croissance. Et donc, comme économe général, j'étais chargé de trouver les moyens financiers, puisqu'on vit que de la charité des gens, les moyens financiers qui puissent accompagner ce développement très fort. Et l'idée a germé à un moment donné de créer un nouvel outil qui permettrait aux gens d'apporter leur aide pour la formation de nos futurs prêtres, qui sont aujourd'hui 140 en formation. Et cet outil, c'était de créer un fonds commun de partage. Bon, quand l'idée m'a été soumise, elle ne vient pas de moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, c'est pas notre truc, et j'étais le premier réticent. Toute une série d'événements se sont passés, très étonnants. J'interpréterais ça comme des signes de la Providence qui m'ont montré que ce projet venait d'ailleurs, qu'il avait sa logique propre, qui n'était pas la mienne,
Et tous ces événements inattendus m'ont convaincu qu'il fallait y aller, qu'il fallait prendre ce risque. Et donc, à un moment donné, il a fallu décider, alors pas tout seul heureusement, avec mes supérieurs, on a décidé d'y aller, ce qui était complètement nouveau sur les marchés financiers, de créer ce type de fonds. Et donc, dans cette décision de s'engager, je peux vous garantir qu'il y a une force, il y a une vision, il y a un regard sur la durée, parce qu'on sait très bien que commencer un projet de ce type-là, ce n'est pas pour 6 mois et ensuite mettre la clé sous le paillasson. Donc il va falloir mouiller la chemise et tenir. Il va y avoir des hauts, des bas, des difficultés, des controverses, et qu'il va falloir vraiment être résistant dans les épreuves qui pourraient intervenir. Donc c'était une décision qui a été lourde, forte, hein, et qui portait toute une responsabilité. Et c'est vraiment le sens d'ailleurs, je me permettais de faire une petite étymologie du mot responsabilité, qui vient d'un mot latin, responsum, mais qui à l'intérieur, qui veut dire la réponse, mais à l'intérieur, il y a le verbe spondere en latin, qui est le verbe même du mariage, sponsal. Spondere, ça veut dire s'engager par le don de toute sa vie. Donc la responsabilité, le cœur de la responsabilité, c'est un engagement de toute sa vie. Je peux vous dire que ce jour-là, quand on a pris cette décision, j'ai mesuré que ça allait exiger de moi, et certainement d'une partie de ceux qui sont autour de moi, et peut-être de ceux qui me succéderont à cette charge, ça allait exiger un engagement de toute la vie. Toute la vie, en tout cas, sur une durée forte, mais surtout avec une intensité de l'engagement. Et ça, de fait, je l'ai expérimenté. On est parti de rien. Et là, je vais vous parler plus de la fécondité maintenant, hein, parce qu'on y est allé. On s'est donné les moyens avec des obstacles. On a eu des refus d'agrément de l'AMF. On a eu, bon, pour des raisons juridiques compliquées. Enfin, on y est allé. On a persévéré. On a passé les épreuves. Et aujourd'hui, le fonds Procléro, qu'on a créé à 6 ans, un peu plus de 6 ans, il fait 62 millions d'euros, ouvert au grand public. Au 1er janvier, il est transformé en SICAV, donc il passe à une nouvelle étape de maturité. Voilà, un fonds qui s'est bien développé et qui nous permet, qui avait 3 finalités dès le départ que j'avais tout de suite écrites pour bien les garder devant les yeux et pas me perdre en chemin. La première finalité, c'était de faire, à travers ce fonds, une gestion éthique renouvelée à la lumière de tout l'enseignement de l'Église, parce que je suis prêtre, je demeure prêtre, je suis heureux d'être prêtre, et c'est bien comme ça. Donc je ne suis pas devenu un directeur de fonds ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça mon intérêt. Ce qui était intéressant pour moi, c'est d'aller puiser dans le trésor de la sagesse de l'Église les chemins, les lumières qui nous permettent de gérer de manière plus éthique ce fonds. Gros défi, gros défi. Deuxième finalité, c'était de créer ce mécanisme de partage qui permettrait à ce fonds de financer la formation de nos séminaristes. Et le résultat, c'est que par exemple l'année dernière, en 2017, le fonds a permis de prendre en charge la formation complète de 21 séminaristes, c'est-à-dire qu'il a dégagé pratiquement 350 000 euros sur le mécanisme de partage pour ce financement. Voilà. Et puis la troisième finalité que j'avais mis un peu comme un rêve, c'était que ce fonds serve à promouvoir la doctrine sociale de l'Église. C'est un concept qu'on utilise, qui est en gros le patrimoine, la réflexion de l'Église sur toutes les questions économiques, financières, sociales, voilà, de mettre ce patrimoine sur le devant de la scène et même de l'enrichir. Alors la fécondité, c'est quoi? Aujourd'hui, ce fonds marche. Sur la gestion éthique, on a commencé sur une gestion classique qui se faisait sur qu'on appelle investissement socialement responsable, gestion ISR, qu'on trouve sur les marchés parisiens en particulier, mais aussi ailleurs. Et nous avons travaillé une nouvelle manière de gérer, que je ne vais pas vous détailler là parce que là on est parti pour 2 heures, une nouvelle manière de gérer où en gros le principe de discernement, c'est qu'on essaie de mettre la personne humaine au centre du discernement, en disant simplement que
La finance doit être au service de l'économie et l'économie au service de la personne humaine et non pas l'inverse. La personne humaine au service de l'économie et l'économie au service de la finance, qui est un risque majeur et permanent dans notre fonctionnement économique, de bien mettre la personne humaine au centre. Donc ça, c'est tout le défi. C'est un travail de longue haleine qui n'est pas terminé, qui ne sera jamais terminé, mais sur lequel nous avons bien avancé au point que, aujourd'hui, non seulement nous appliquons cette feuille de route pour la gestion éthique pour notre fonds, mais que d'autres fonds, aujourd'hui, sont en train d'adopter ce changement. Donc, ça fait école, et ça, c'est ma grande joie. Voilà. Donc, une fécondité inattendue. Déjà, trouver le moyen de gérer le fonds de manière conforme à l'éthique, c'était déjà pas évident, mais en plus que cette gestion fasse école auprès d'autres, belle fécondité, inattendue pour moi. Le partage, là aussi, je ne m'attendais pas à ce que le fonds puisse monter à 62 millions déjà en si peu de temps. Même si 62 millions, je suis bien d'accord, je ne rêve pas, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est déjà ça, et en comparant avec beaucoup d'autres fonds, on s'est bien débrouillé, heureusement, et on va essayer de continuer. Et en plus, on a de plus en plus de séminaristes à former, parce que quand on a créé le fonds, ils étaient à peine 50, aujourd'hui ils sont 140. Donc le défi, c'est que le fonds continue à monter pour qu'on puisse continuer à partager et assumer leur formation. Mais là où j'ai été le plus étonné, c'est vraiment sur le troisième objectif que j'avais déterminé, qui était de pouvoir promouvoir cette doctrine sociale de l'Église, selon le terme consacré, donc tout ce patrimoine de l'Église. Ça, je me disais, bon, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura une opportunité. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que l'Église enseignait dans ces domaines, avec la sagesse qu'elle a depuis 2000 ans, qu'elle accumule, eh bien, dans une période comme la nôtre, où il y a une profonde recherche de sens dans tous les domaines, en fait, j'ai été réquisitionné pour partager ce sens. Mais au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, par exemple, je n'avais jamais imaginé participer à Financium. Voyez, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On m'a invité dans des assemblées générales de grands groupes, dans des COMEX, dans des banques, dans des fonds d'investissement, des sociétés de gestion, dans toutes sortes de cercles divers et variés, des cercles d'investisseurs, aussi bien à Paris, à Londres, à Luxembourg, à Genève, à Bruxelles. Voilà. Donc, tout à fait inattendu. Dès le début, j'avais le souci qu'il y avait un besoin de formation, de réflexion, que la gestion, ce n'était pas d'abord seulement de la technique, du chiffre, des pourcentages, des ratios, ce qui est la tentation de tout réduire à des chiffres, le pouvoir du chiffre, mais la nécessité d'avoir une réflexion. Et donc, dès le début, j'ai voulu qu'il y ait des temps de formation, qu'il y ait des conférences. Avant même que le fonds soit agréé par l'AMF, on avait déjà lancé les premières conférences Procléro du nom du fonds, qui aujourd'hui ont lieu trimestriellement. Il y en avait une ce matin, où il y avait 230 personnes à 8h30 ce matin au Cercle Interallié. Voilà. Et donc on a plus de 200 personnes à chaque conférence. Manifestement, c'est réservé à des dirigeants, des chefs d'entreprise, des banquiers, des financiers. S'ils prennent le temps de se lever le matin pour venir écouter ça, c'est que ça les intéresse. Donc il y a une fécondité qui me dépasse complètement et qui fait mon émerveillement. Donc il y a une vraie, et je termine là-dessus, il y a une vraie puissance de l'engagement à partir du moment où on a pris la décision de s'engager. Encore une fois, ça c'est pas tout droit, il y a des obstacles, il y a des creux, il y a des collines qu'il faut grimper, parfois des montagnes assez hautes qu'il faut grimper, il faut mouiller la chemise, vraiment, mais un engagement sur la durée, capable de prendre des risques, persévérant, avec une vision claire, en sachant où on va, en sachant l'honnêteté des moyens qu'on utilise pour y arriver, eh bien, je pense, quand on le fait, il y a une vraie fécondité. Merci. Merci à vous, Don Pascal. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même parce que c'est assez exceptionnel. Merci. Préparez-vous, j'ai déjà une question sur comment est-ce qu'on peut être réquisitionné par son engagement. Pas tout de suite, mais réfléchissez-y déjà. Donc, à ma gauche, j'ai Antoine Cyr. Donc Antoine Cyr est directeur de l'engagement BNP Paribas. Il a été adjoint au directeur de la communication et de l'action régionale de l'Association française des banques. Vous vous rappelez ? Oui.
De 92 à 95, puis directeur de la communication de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Il était ensuite pendant 16 ans dirigé la communication du groupe BNP Paribas en pilotant la construction de la marque issue de la fusion BNP et Paribas. Puis son internalisation et l'élargissement de ses engagements sociétaux. Co-animé pendant 13 ans sur BFM Business, l'atelier numérique, une émission de radio consacrée aux nouvelles technologies. En 2013, vous avez quitté BNP Paribas pour vous consacrer à la rédaction d'un ouvrage historique sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Vous me direz peut-être pourquoi, peut-être un petit mot au moins, qui était publié en 2016, bravo. Un bel aboutissement, un bel engagement également. Et puis parallèlement, il travaille depuis 2015 en tant que partenaire au sein de l'agence de Havas Paris. Vous êtes diplômé de l'IEP Paris, Sciences Po Paris et titulaire d'un DEA de droit public. Et donc vous avez une petite dizaine de minutes pour nous expliquer un petit peu l'engagement sous le prisme d'un banquier. Merci, effectivement, je pense que si vous donnez 10 minutes à un curé, ça peut mal se terminer, mais si vous les donnez à un banquier, c'est bien pire. mais bon, je vais essayer d'être bref quand même. Et peut-être de relier ça à mon propre engagement. Donc moi, j'ai été effectivement pendant 16 ans directeur de la communication du groupe BNP Paribas. Assez vite, je me suis rendu compte que communiquer, c'était bien, mais qu'il fallait utiliser le fait qu'on communiquait comme une espèce de guide pour faire évoluer les choses en profondeur. Et il y a eu un moment qui a été assez important dans ma vie, et il s'est avéré assez important pour un certain nombre de gens et aussi pour BNP Paribas, qui a été le moment où il y a eu les émeutes de banlieue en 2005. Ces émeutes sont intervenues à un moment où BNP Paribas était en train de devenir le premier employeur privé de Seine-Saint-Denis. Lorsque j'ai vu les événements qui se produisaient, je me suis pointé dans le bureau de mon directeur général en lui disant, vous voyez, là, il y a quand même un truc un peu bizarre. D'un côté, on est une entreprise prospère, on est en train de devenir le premier employeur de ce territoire, et il risque d'y avoir un léger décalage si on ne noue pas une relation particulièrement forte avec ce territoire, et si on ne fait pas partie des entreprises qui aident plus que très activement ce territoire à s'en sortir. Et en fait, il m'a dit, oui, vous avez tout à fait raison, il m'a donné les moyens à l'époque de créer un projet qu'on a appelé le projet banlieue, et qui était un projet dans lequel on a à la fois donné le pouvoir à 400 directeurs d'agences qui connaissaient bien le terrain et qui pouvaient agir avec discernement, de nouer des relations avec des associations locales, de les soutenir, mais selon un mode dans lequel on combinait leur intervention et leur connaissance de terrain avec quand même des arbitrages qui se faisaient en centrale. On a créé une relation particulière avec la Seine-Saint-Denis. Les gens le savent peu, mais c'est BNP Paribas qui paye les voyages scolaires des collégiens de Seine-Saint-Denis à travers un programme qui s'appelle Odyssée Jeunes. Et donc, on a fait ça. Et en fait, beaucoup de gens de l'entreprise se sont engagés. On est devenu le premier partenaire d'une association que certains vous connaissent peut-être ici, parce qu'il y a probablement des personnes ici qui sont de ces mentors, parce qu'aujourd'hui cette association travaille beaucoup avec beaucoup d'entreprises, qui s'appelle Nos quartiers ont des talents, et donc il y a eu une espèce de culture qui s'est pas mal développée chez BNP Paribas, on est présent dans 73 pays, ça a commencé à infuser dans pas mal d'endroits. Il y a eu une RSE environnementale qui s'est développée, et donc voilà, ça c'est en partant d'une mission qui m'avait été donnée au départ, qui était la communication. J'ai fait partie des gens qui ont contribué à faire rentrer dans l'entreprise, probablement parce que son terreau et son substrat l'a préparé assez bien à ça en fait, mais donc qui sont intervenus dans ce domaine-là. Effectivement, en 2013, je suis parti parce que j'avais envie de faire un projet qui pour le coup n'appartenait qu'à moi, qui était celui d'écrire un livre sur le thème que vous avez donné. Donc c'est un livre de 1200 pages qui m'a donc pris beaucoup de temps. Et puis quand j'ai eu terminé ce livre et qu'il a été édité, que ça a plutôt bien marché, qu'il a été réimprimé, etc., le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, m'a rappelé en me disant, écoute,
je voulais te parler d'un truc. Je me dis que tous ces engagements, tout ça, on est en train de rentrer dans une époque différente. Des sujets comme l'environnement, des sujets comme les inégalités, des sujets comme les territoires, qui étaient des sujets un peu d'activistes il y a quelques années, sont en train de devenir des sujets qui sont au cœur des préoccupations de tout le monde et qui sont en fait au cœur des préoccupations de nos clients, de nos collaborateurs, du monde qui nous entoure. Et si on ne décide pas de s'organiser pour que la prise en compte de ces préoccupations soit au cœur même de ce que nous faisons, au cœur même de notre activité, on risque de passer à côté de deux choses. La première chose, c'est que la société va en quelque sorte nous éjecter parce qu'elle va considérer qu'on est complètement à côté de ce qu'elle attend. Et puis en plus, on va aussi passer à côté de notre business model de demain parce que les questions d'environnement génèrent des besoins d'investissement, de financement qui sont considérables. La création de modèles plus équitables demande une compréhension de la part du banquier de nouveaux modèles d'entreprises plus équitables qui se créent. Et donc, si on n'est pas ceux qui les aident à se créer, elles vont se créer sans nous. Et donc, finalement, il y a il y a à la fois quelque chose de moralement très juste et en même temps quelque chose finalement de nécessaire, parce que comme les gens vont vouloir aller dans cette direction, c'est bien de notre avenir aussi en tant qu'entreprise que l'on parle. Et donc il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, ah bah c'est vachement bien, etc. Et il me dit, et est-ce que tu veux pas revenir à la banque pour t'en occuper? Alors là j'ai dit oui, évidemment, quelqu'un vous propose de faire plutôt du bien avec les moyens de BNP Paribas, même si c'était pas du tout le projet que vous aviez, il est extrêmement difficile de ne pas dire oui. Donc j'ai dit oui tout de suite. Ensuite, j'en ai pas dormi pendant 3 semaines en me disant j'avais échappé, j'avais réussi à voilà, tout allait bien, et puis je remets le doigt dans l'engrenage. Et en fait, ça a été vraiment un engrenage, c'est-à-dire que bon, là en 10 minutes, je peux pas vous expliquer quelle stratégie on a adoptée, mais on a adopté une stratégie dans laquelle à la fois on a des repères, on a une vision, on s'inspire notamment des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, on s'est doté d'un certain nombre d'objectifs prioritaires, on s'est doté aussi de process qui permettent de s'assurer que nos engagements passent vraiment dans le fonctionnement de l'entreprise. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est en train de devenir une des meilleures ONG du monde parce qu'il y a un certain nombre de critères qui sont nos critères RSE, par exemple, pour donner des crédits aux grandes entreprises. Bon, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ne passent plus, pour prendre une métaphore quasi biblique, par le chat de notre aiguille. Et donc, celles-là, en tout cas, elles ne trouveront plus des sous chez nous. Et c'est très bien parce que comme de toute façon, nos bilans sont sous contrainte et qu'on n'a pas des possibilités de financement illimitées, on préfère clairement financer les entreprises qui ont réfléchi à ces sujets-là et qui sont de plus en plus nombreuses. Moi, je suis absolument frappé, puisque on est ici entre nous, je suis absolument frappé par l'ampleur que cette préoccupation a pris auprès de très nombreux directeurs financiers qui voient bien que leur entreprise vit de plus en plus à l'heure de la RSE. Et donc, ça nous a conduit, par exemple, à créer des Positive Incentive Loans, qui sont des crédits aux entreprises dans lesquels, à mesure que l'entreprise atteint des objectifs de RSE, le taux du crédit va baisser. Donc, c'est pour vous dire qu'on irradie ça, on diffuse ça dans l'ensemble de nos pratiques. Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en faisant ça, en fait, tous nos métiers s'y sont mis. Ils sont tous en train de travailler là-dessus. Certains sont très avancés, d'autres sont moins avancés, mais tous sont sur la recherche de l'impact positif pour la société.
Et c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point, quand vous placez un effort dans ce domaine-là au moment juste, vous obtenez une réponse. Moi, quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, il y avait plein de consultants qui me téléphonaient en me disant « Tu vas voir, ça va être vachement dur de convaincre les gens, il va falloir que tu organises des groupes de travail, on va te proposer une méthodologie, etc. » Et moi, j'ai commencé à discuter avec 2-3 personnes dans l'entreprise. Ça faisait 4 ans que j'étais parti. Et là, je me suis dit « Ouh là là, non, non, non. On va pas mettre de la méthodologie pour convaincre les gens. On va prendre un petit moment raisonnable pour réfléchir à quelles doivent être nos priorités. Puis on va foncer. On rectifiera éventuellement quelques priorités en marchant, mais on va foncer. Et l'écho qu'on reçoit est tout à fait considérable. Et maintenant, il y a vraiment, c'est devenu notre directeur général aujourd'hui dit que les 3 leviers de transformation de l'entreprise, c'est vraiment essayer d'être toujours plus près du client, parce que si on ne fait pas ça, on est mort. Essayer d'être de plus en plus digitaux, parce que si on ne fait pas ça, on est mort. Et essayer d'être de plus en plus engagé, parce que finalement, si on ne fait pas ça, on est mort aussi. Et donc, il y a bien cette triple dimension, et il y a bien l'idée de ne absolument pas voir ça comme un dilemme entre engagement et performance de l'entreprise. Il faut vraiment qu'on soit capable d'être une bonne entreprise qui rend un bon service à ses clients, qui le fait dans de bonnes conditions de rentabilité pour ses actionnaires, qui ne sont jamais, pour la plupart, que des fonds de pension qui payent des retraites. Donc c'est très bien que nos actionnaires puissent payer des retraites avec leur investissement. Juste Antoine, parce que je vois que vous êtes passionné. J'arrête. Voilà. Voilà. Mais donc, je vous ai dit l'essentiel. Voilà, pardon. Donc merci beaucoup Antoine. Donc on voit bien que l'engagement, ça peut être un aboutissement pour avoir réussi à publier ce livre de 1200 pages, mais ça peut être une continuité dans les actions et un engagement qui peut être sans fin, puisqu'effectivement, il y aura d'autres personnes qui repartiront derrière Antoine pour continuer ce qu'il a fait. On va parler de la DFCG 2 minutes, un peu plus, peut-être 10 minutes. On va essayer un peu plus. Donc la DFCG s'engage. Alors, 2 secondes Sophie, avant. D'accord. Sylvie, pardon. 2 secondes, 2 2 secondes. minutes, tout est en Donc, 2 là. Alors, la DFCG s'engage, mais la DFCG s'engage également un peu partout, parce que les présidents s'engagent à la DFCG, la fondation de la DFCG est présente et s'engage à aider un certain nombre de personnes qui ont besoin de notre support pour se développer dans les fonctions finance. L'ensemble de la structure de la DFCG s'engage dans le monde associatif pour aider un certain nombre de développements, de développer l'association. Et Sylvie fait partie de ces personnes qui s'engagent sur une cause noble, qui est l'engagement, donc je veux dire exactement, DFCG au féminin. Donc Sylvie est directrice adjointe du groupe Supratech, présidente de DFCG au féminin, qui est maintenant devenu le premier réseau des dirigeantes finance et gestion au niveau de la France. Donc vous allez nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut s'engager et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais refaire un petit parcours. L'engagement, il y a longtemps que je le vis. Je le vis depuis 33 ans. Et mon engagement, il est auprès de l'entreprise depuis ces 33 ans en tant que financière, et plus particulièrement auprès de la PME. Ça, c'est vraiment mon engagement. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine, c'est vrai que c'est important d'être au moment opportun quand on lance quelque chose. Je reviendrai à DFCG après. L'entreprise, il y a quelque temps, je me suis dit, quel est le sens? Et ça aussi, vous l'avez dit. Quel est le sens de l'entreprise aujourd'hui? Quel est son rôle sociétal? Et je me suis engagée au sein de l'entreprise sur son rôle sociétal. Ça, c'était fondamental. J'ai toujours eu la conviction, sous un prisme RH, de faire émerger les talents. Je l'ai étendu au rôle sociétal. J'ai réactivé une association l'année dernière sur un environnement RSE. Cette association regroupe des entrepreneurs en proximité pour qu'ils développent, pour qu'ils travaillent ensemble sur leur territoire et qu'ils l'améliorent. Donc l'engagement, je l'ai toujours eu. Et il est clair qu'en janvier 2018, on m'a dit à la DFCG, tiens Sylvie, il y a un poste à prendre, il faut que tu reprennes des FCG au féminin. Vous ne voyez pas mes yeux, mais il y a 2 points d'interrogation. Je me suis dit, oui, bon, j'adore m'engager, mais pour s'engager, il faut y croire. Il faut à nouveau trouver un sens
et trouver l'opportunité, se dire est-ce que ça a encore un sens? Je rebondis sur les propos de ce matin avec Philippe de Sertine qui disait dans quelle génération suis-je? Est-ce que c'est pas un combat du XXe siècle? Et franchement, ça a été ma première question. Et j'avais besoin de rebondir par rapport à ça et d'avoir des témoignages de femmes dans la finance de tous les âges. Et je m'en suis nourrie sur cette année lors de rencontres qu'on anime et qui m'ont dit « je sors, j'ai confiance, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment où j'ai des outils pour travailler, pour être plus grande, j'ai besoin de femmes d'influence pour me donner l'exemple ». Et puis j'ai eu une autre anecdote que je voulais vous livrer parce qu'elle m'a été contée au mois de juillet. Je suis allée chez ma dentiste, puis ma dentiste elle est divorcée, puis ma dentiste elle a dit « je vais monter mon cabinet ». Et puis, elle est allée, puis elle était voir son banquier fidèle depuis des années. Et puis, elle lui a dit, voilà, je vais monter mon cabinet, j'ai 3 enfants, je suis seule, est-ce que vous voulez me financer? Le banquier a dit, attendez, une femme, non mais vous rigolez, je ne peux pas financer, enfin, vous ne vous rendez pas compte, une femme, c'est pas sérieux. Bon, donc, ok, deuxième témoignage, en dehors de cette sphère financière. Et puis, un dernier témoignage qui est beaucoup plus récent, eh ben, il est de ce matin, je l'ai encore entendu. 15% des start-upeuses sur 100%, 15% sont des femmes. Et puis dans ces 15%, 7% sont financés uniquement. Donc je pense que ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'y croire. Et pour y aller, je l'ai dit, il faut une vraie dynamique, donc il faut beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on rebondira sur ce point-là. Donc, ça a été tout mon travail de cette année, de communiquer cette dynamique, cette énergie, en essayant d'être inspirante, en essayant de repousser vraiment des limites et d'aller chercher loin, d'être visionnaire. Et c'est clair maintenant, grâce aux femmes qui m'ont entourée cette année, qu'on a notre roadmap pour 2019 et pour Financium 2019 d'ailleurs aussi. Voilà ce que je voulais vous dire et témoigner. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, avec 60% des femmes qui font des études supérieures, il y en a à peine 30% qui sont en direction. Je me pose toujours la question d'où vient ce déséquilibre. Sommes-nous trop ambitieuses? Est-ce qu'on veut cumuler trop de métiers? Question. Préférons-nous être numéro 2? On a peur, on est lâche? Deuxième question. Pas de réponse. Donc ça sera sûrement le sujet d'un débat. Et donc, j'ai envie de leur donner cette possibilité de devenir numéro 1 pour celles qui ont envie et qui ont les compétences, bien sûr. Je milite vraiment pour une mixité, je ne dirais pas une parité, même si elle est nécessaire. Je milite pour une mixité qui soit enrichissante pour tous et qui permette la performance de l'entreprise. Merci Sylvie, merci. Merci pour votre témoignage. On est passé un peu rapidement, on n'a pas le temps d'applaudir Antoine, donc je vous demande juste rapidement de récupérer ce petit oubli de ma part. Je voudrais juste vous dire, j'espère que le gars qui a parlé à votre dentiste n'était pas de BNP Paribas. Si jamais il l'était, il faut qu'on lui remette les pendules à l'heure, parce qu'on a chez nous une patronne du réseau qui est une femme, Marie-Claire Capobianco, qui va d'ailleurs passer la main dans pas longtemps à une autre femme, Marguerite Bérard, et elles ont décidé de... Et c'est très intéressant parce qu'au début, nous les hommes, on s'est demandé pourquoi elle faisait ça. Et en fait, on a vraiment compris en regardant ce qui se passait, en regardant les analyses des comportements qui existaient. Donc elles ont décidé qu'il y aurait une enveloppe de 2 milliards d'euros qui serait réservée au crédit à l'entrepreneuriat féminin. Et au début, on s'est dit, c'est bizarre de réserver cette enveloppe comme ça. Et elles nous ont dit, oui, mais regardez, le rationnel pour faire ça, il existe. C'est-à-dire que si vous n'envoyez pas un signal aux hommes banquiers dans lequel ils ont des objectifs à faire et dans lequel ils doivent accompagner des femmes, ils créent tellement naturellement un biais défavorable aux femmes qu'il est effectivement nécessaire d'envoyer un signal qui est que ce biais chez nous, c'est terminé. Et donc, voilà, je disais... Merci Antoine, c'est très bien. C'est vrai, quoi. Je vais juste rebondir, parce que je ne parlerai pas de la banque du tout. Ce que je veux dire, c'est que sachez que j'ai un projet qui inclut BNP,
pour 2019, que je travaille en effet avec Femmes Entrepreneurs et le projet BNP et avec Arnaud Manceron. Et j'espère bien, c'est pour la DFCG qu'on va monter ce projet avec la BNP. Voilà. Parfait, vous êtes rencontrés, c'est parfait. Sylvie a dit une phrase un peu magique, c'est y croire. Je crois qu'à un moment donné, il faut y croire. Il faut croire dans la puissance de l'engagement. Et je voulais revenir juste une première question, après je laisserai les questions à la salle. Au fait d'être réquisitionné par l'engagement, c'est ce que j'ai dit à Don Pascal, on pourrait appeler dans certains cas la soumission librement consentie. C'est surtout qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance que le projet nous dépasse, que donc on est réquisitionné dans le sens où ce que l'on pensait devoir donner, investir en temps, en sueur, en déplacement, en rencontre, en réunion, eh bien, nous dépasse complètement et que je pense plus on avance dans un projet que l'on porte, plus on mesure combien on en devient le serviteur. Pas du tout au sens de l'esclave, mais avoir le sentiment qu'on est vraiment dépassé par le projet et qu'on est un serviteur très heureux de servir parce qu'on en voit justement la fécondité. Donc de fait, il faut y croire et je pense que plus on avance, plus on grandit dans cette foi, dans ce que l'on fait. Et aussi parce que l'on voit son utilité, son impact, sa fécondité, la lumière que ça apporte à certains, le courage que ça redonne, l'espérance que ça donne. Et de fait, aujourd'hui, on a une société qui est plutôt en déficit de tout ça. Et peut-être que pour l'année prochaine, financièrement, on parlera de la puissance de l'engagement et de la performance, parce que je crois que les deux sont liés également. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans un premier temps ? Ou alors, j'en ai encore une autre un petit peu, parce que je pense qu'Antoine veut reparler, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a une question ? Sachant quand même que l'on dit quand même que l'engagement, c'est une... Comment dire, dans la société américaine dans laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années, le commitment, qui est extrêmement fort, qui permet de se dépasser, de prendre des initiatives qu'on n'aurait pas cru, ou de nous donner la possibilité de prendre des initiatives. Et je crois que c'est important, c'est que ça donne aussi l'opportunité à tout un chacun de prendre à son compte des initiatives et de se dépasser, de faire quelque chose qu'il n'aurait pas eu l'occasion de faire également. Donc, en l'absence d'engagement... Oui. Peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai, et vous l'avez dit aussi, qu'au début, on le fait, il faut y croire, mais c'est l'équipe, hein, c'est le faire tous ensemble, hein, c'est l'animation de le faire tous ensemble, c'est de voir en effet qu'on est inspirante, non pas de côté ambition, mais qu'on peut transmettre une dynamique. Moi, je n'ai pas cette ambition, je suis un relais. C'est-à-dire c'est DFCG au féminin, je rappelle, ça a été créé en 2013. J'ai repris en janvier 2018 et ça va continuer. Et je passe le relais, je passe le témoin. Et l'idée, c'est de faire grandir tous ensemble, de nouveau. Et ça fait boule de neige, et ça grossit, et ça fait un mouvement. En l'occurrence, c'est un mouvement de femmes, mais c'est ça l'intérêt, c'est ça la puissance. Et c'est ça la puissance de l'engagement. Merci Sylvie. Je vois que Philippe a une question. Oui, Daniel, merci de me passer la parole. Bravo pour cet échange. Mais toi, tu n'as pas parlé d'engagement. Or, pourtant, tu as un engagement à la Fondation DFCG. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, je n'avais pas prévu d'en parler. Non. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. Je pense que l'engagement qu'on a pris au niveau de la DFCG et qu'on supportait tous les présidents et d'aider les jeunes et de pouvoir leur donner une chance et de pouvoir leur donner la possibilité de les aider dans le financement de leurs études, c'est quelque chose qui finalement, je vais le dire avec mes termes, ça nous fait plaisir par certains côtés. C'est un peu rendre à d'autres ce dont on a pu bénéficier. Et c'est pouvoir leur donner la possibilité je dirais très simplement, c'est leur donner la possibilité de bénéficier de tout ce qu'on a bénéficié au fur et à mesure de notre carrière. La vie est difficile pour ces jeunes et y participer, c'est pour moi, je dirais, un juste retour des choses. Alors, je peux dire, c'est pas tout à fait dans le même ton que ce qu'aurait pu dire Don Pascal ou Antoine, mais voilà, c'est juste pouvoir donner un petit peu et de donner de soi et de donner un peu de temps. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est juste cet engagement que j'ai pris et que je suis et pour lequel je pense que je ne demande rien en retour. En réalité, l'engagement, c'est rien en retour. C'est uniquement de donner. Et donc, c'est pour ça que je suis assez admiratif à un certain nombre de personnes qui donnent du temps, parce que ça ne coûte pas cher le temps.
c'est juste pouvoir essayer de partager quelque chose. Alors, on l'habille comme on veut, mais rien que donner du temps pour les autres, c'est important. Parce qu'on a tous eu de la chance dans la vie, plus ou moins, et d'autres l'ont pas. Donc la DFCG s'est engagée, Bruno supporte parfaitement, Philippe l'a soutenu, pour que la fondation se développe et puisse atteindre des niveaux d'exigence que nous, on a vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis qu'on peut donner à d'autres, élevés, de façon à pouvoir rendre au centuple ce dont on a pu bénéficier. Mais on ne parle pas de moi ni de la fondation. Je vais ajouter une chose à ce que vous dites, si vous permettez. C'est que vous avez insisté sur une dimension qui me semble très importante, qui est la question de l'engagement gratuit. Parce que l'engagement professionnel qui est rémunéré normalement et qui est nécessaire pour vivre, bien sûr, c'est une chose. Il a toute sa valeur, bien sûr. Mais l'engagement gratuit, je pense qu'il fait partie nécessaire de la vie humaine, de l'épanouissement de la personne humaine. Et je pense que plus on retrouvera cette gratuité, où on la développera, où on la mettra en valeur, plus mieux les gens iront. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, si je puis dire, d'hybridation entre les deux. Parce que, en fait, par exemple, souvent, les gens me disent « Qu'est-ce que tu rencontres comme obstacle? Est-ce que vous manquez de moyens financiers pour faire de l'engagement, etc. » Je dis « Non, ce n'est pas le sujet. Ce qui manque, c'est le temps. Et ce qui manque, c'est le temps pour une raison très simple, qui est que l'engagement, c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire que dans une entreprise où les gens sont effectivement, comme le dit Don Pascal, sont rémunérés, qu'est-ce qui fait la différence entre le non-engagement et l'engagement? C'est au fond le fait de sortir de la routine, ce qui est extrêmement coûteux en temps. Vous voyez bien que, par exemple, pour une banque, le fait de s'organiser pour accueillir des projets qui sont différents des projets auxquels on dit oui naturellement, c'est essentiel pour notre engagement. C'est ce qui va faire qu'on va être capable d'aider des territoires, c'est ce qui va faire qu'on va être capable d'accompagner des projets. Par exemple, l'ONU est venue nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez nous aider à faire passer un certain nombre d'États asiatiques, à mobiliser les fonds des investisseurs pour nous aider à passer un certain nombre d'États asiatiques à l'agroécologie. Bon, donc franchement, les banquiers qui chez nous ont dit ouais, on veut bien regarder, c'est des gars, s'ils avaient dit, en fait, ça leur a pris des centaines de journées. Vous voyez bien que s'ils avaient fait des opérations beaucoup plus routinières, leur contribution immédiate au résultat de l'entreprise aurait été plus forte et surtout, ils ont quand même été obligés de continuer à faire des opérations routinières. Donc, ils ont passé, en fait, ils y ont passé un temps fou. Et on voit bien que très souvent, la différence, ce qui va faire la différence entre une entreprise où les gens sont engagés et une entreprise où les gens ne sont pas engagés, c'est que la personne qui aurait pu dire voilà, bon ben ça, non, je peux pas faire, ça marche pas, et quelqu'un qui a réellement mesuré l'impact de cette décision de ne pas regarder ou de ne pas faire, va d'un seul coup se dire non mais là, peut-être qu'en passant 3 heures de plus pour essayer de comprendre de quoi on parle, je vais arriver à mettre les gens ensemble, qu'on va trouver une solution et que en fait, je vais pouvoir avoir un impact pour la société. Et donc, on se retrouve dans la situation où en fait, quelqu'un qui est payé va donner, pas exactement pour l'entreprise, parce que c'est pas en tout cas, il va donner pour la réputation de l'entreprise, mais il va certainement pas donner pour son argent tout de suite, mais il va donner son temps. Et donc ça, c'est quelque chose enfin, moi, je vois bien que l'engagement, c'est du temps, quoi. Et là, après se pose la question de combiner cet engagement avec une vie personnelle équilibrée. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais l'engagement, c'est du temps. Une autre question. Petit sujet qu'on pourrait aborder également, c'est l'engagement dans les entreprises. On le voit très bien, la performance, elle est liée à l'engagement des individus. Et le retour, on le retrouve. Alors, je suis désolé, je vais un petit peu faire un aparté par rapport à Don Pascal. Quand on prend une morale un peu plus protestante, quand même, les gens s'investissaient parce qu'ils travaillaient pour la communauté. Et ce qui est important dans l'entreprise, c'est que vous travaillez pour la communauté et non pas pour, même si c'est l'actionnaire en partie, mais travailler pour la communauté. Donc, effectivement, rémunéré ou pas rémunéré, le principe, c'est on travaille, on s'engage pour qu'effectivement il y ait un retour et que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la communauté. Donc c'est quand même important. Boîte américaine, le commitment est quelque chose d'extrêmement important.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Je pense que... N'oubliez pas l'AG dans quelques minutes, qui se trouve... Elle est où, l'AG? Elle est à la... Je ne sais plus où. On me l'a dit. Hein, la chambre de la baronne, non? C'est pas la chambre aussi? Si, c'est la chambre de la baronne. Donc, elle n'est plus là, je pense. Ça va être une grande chambre. Ça va être une grande chambre, parce que... Bon. Et là, je suis désolé, Sylvie, c'est la chambre de la baronne. C'est pas celle du baron. Non, j'ai plein d'idées qui arrivent, mais je On n'en parlera pas aucun tout de suite. commentaire. Je ne ferai aucun commentaire. Donc Pascal, vous avez un petit commentaire particulier à faire? Je vous laisse 2 mots, une minute chacun pour donner une petite conclusion. Peut-être c'est vos dernières paroles qui me suggèrent quelque chose par rapport à la communauté. Ce que vous disiez là, cette recherche de donner une place à la communauté, de servir une communauté. Je pense que c'est un des enjeux majeurs de notre société aujourd'hui, qui est quand même passablement gangrénée par l'individualisme, le besoin de retrouver une vision commune, un bien commun, le sens d'une appartenance à une communauté sans exclusion des autres communautés. Alors, tout ça, c'est un enjeu, je pense, majeur, qui si on gratte un peu derrière les gilets jaunes, il y a aussi ce type de problématiques et des problèmes de fond derrière les gilets jaunes, qu'il faut vraiment regarder au-delà des constats de casse et de violence, etc. Il y a des questions profondes qui se posent. Et je pense que la question du bien commun, de l'appartenance à une communauté, encore une fois sans exclusion, en fait la sortie d'un individualisme qui nous gangrène, il me semble un enjeu mais majeur. Antoine, un petit mot, on laissera la dernière parole à Sylvie. Non, moi je pense qu'on est dans une société, dans une époque où il y a énormément de stéréotypes. Et par exemple, vous êtes dans des professions financières, moi aussi, et en fait, rien de ce que j'ai vu dans ma vie me démontre que les gens qui travaillent dans l'univers financier soient plus individualistes que les autres. Et même peut-être quelquefois au contraire, parce qu'ils ont une vision de système assez complexe. Donc je pense que votre engagement, c'est quelque chose de très important, et au fond, je pense qu'il mériterait d'être mieux connu, parce que voilà, je trouve qu'il y a en réalité, il n'y a aucune raison pour que les gens qui travaillent dans des professions financières ne soient pas engagés. C'est quelque chose... moi, j'ai vu des tas de gens très engagés dans ces professions, qui travaillent pour aider des associations, qui travaillent pour essayer de faire avancer, comme le disait Don Pascal, le bien commun. Et donc, voilà. Donc, voilà, moi, modestement, mais qui ne suis pas au départ un financier, mais quelques 30 ans de côtoiement de professions financières m'ont fait faire ce constat, et donc je suis très content que l'engagement soit au cœur de votre réflexion aujourd'hui. Et pour finir, 1200 pages sur les actrices de l'âge d'or. Je suis très impressionné par ça. Il y a des photos, mais il y a surtout beaucoup de textes quand même. Justement, mon idée, c'était de montrer, c'est un livre assez féministe et qui montre que derrière ces artistes qui étaient connues parce qu'elles étaient belles et bien habillées, il y avait en fait énormément de travail. Elles travaillaient d'ailleurs plus que les acteurs masculins, et elles ont, en fait, c'est en grande partie leur travail, autant que leur fière allure et leur costume, qui ont fait que les films de cette époque sont aussi formidables. Et c'était la fin du muet en plus. Elles ont parlé. C'était, moi, mon livre couvre la période du parlant, oui. Voilà. Sylvie ? Oui, 2 choses. Tout d'abord, peut-être un peu des muses pour la DFCG, dont je salue la fondation. Moi, j'insiste parce que c'est un très beau projet. La fondation, et je pense que j'aurai un dossier pour peut-être des jeunes femmes qui préparent les JO de Paris en natation synchronisée. Donc, ce sont des jeunes femmes qui allient à la fois la rigueur et la beauté. Donc, c'est assez agréable, et peut-être la fondation pourra les aider pour mener leurs études en même temps. Le deuxième point, écoutez, je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde, parce que je représente les 800 femmes de la DFCG. Il n'y a pas de raison de nous remercier, votre place est ici. Merci quand même, merci pour elles, parce que je pense qu'elles seront contentes que j'ai pu parler pour elles. Et c'était un plaisir aussi d'être bien entourée et d'avoir cet échange.
car je crois qu'on partage, on a la même résonance sur l'engagement. Merci. Merci à vous d'être présents, d'avoir été présents.